Good morning or good afternoon. Thank you for the invitation to present. My name is Chris Hardemink. A little bit of background, I used to work for Boston Scientific as a design engineer, and then I recently moved to academia where I teach engineering. And so today I'd like to talk about a study that we did about the recyclability as well as the environmental impact for the Orion catheter. So the motivation for the study was kind of twofold. One was we wanted to analyze this catheter for hotspots in a kind of simplified life cycle assessment, or LCA. So we were interested in identifying, are there any surprising or obvious parts of the catheter that have a large environmental impact? And then we were also very interested in the end of life of the catheter. And we're working as a team looking at the opportunities for recycling for the catheter and the packaging in the real world application of a hospital or clinical setting. So let me explain my methods for how I did my analysis, and then I'll show the results. So in order to understand the catheter, we started with what's known as the bill of materials for the catheter, which is a list of all of the 150 or so unique components that are in the catheter. So materials in this sense refers, for engineering, that refers to a component. So from that list of components, then I worked with Boston Scientific and their manufacturing facilities. And for each of those components, we identified what material that component was made out of and what the mass of each component is. So there's a lot of information available scientifically about the impact of different materials, and that tends to be organized per unit mass. So we needed to know what was in the catheter and how much of it. So in order to get that environmental and recycling information, rather than using a software database, what I did was I used a book about the environmental impact of materials. It was written by Michael Ashby, who's an expert in materials, has written many, many textbooks. And in the back of this book, it has very comprehensive tables for the environmental impacts of many materials. So kind of from this data, I then generated a very large spreadsheet of each component in the catheter and the packaging, what it was made out of, and its mass, and then what the impact is per mass. And then I could kind of multiply all of that out. The book also has a lot of information on the recyclability of different materials. And so we were able to also assess how recyclable the different parts of the catheter were. So in terms of the results, in terms of the recyclability, we broke the materials into a few different categories. Because the catheter comes in a very large box, paper, and so we are analyzing the entire system of the catheter, accessories, and box. 59% of the overall mass is paper or paper products. 35% of it is thermoplastic polymers, which are generally recyclable. And then thermoset polymers, which generally are not recyclable. Some other materials like adhesives and things like that. And then metal as well. So from this, we could see that about 95% of the catheter is recyclable. But I'm using that word theoretical for reasons that I'll explain on my final concluding slide. In terms of the energy impact, this is where we saw some very surprising results. So as you can see from this chart, gold and platinum have the largest impact on the catheter. And what's surprising is that their mass in the catheter is 0.02% of the overall mass. So here we have materials that are incredibly energy impactful. And then below those two, you can see the paper has a big impact from the box, as well as the plastics
within, in particular, the handle and some of the packaging. So just a reminder, that platinum that we're talking about is that tiny little tip at the end of the catheter. So that has 25% of the environmental impact, even though it's such a small component. And then we see a very similar results for the carbon dioxide impact. Gold and platinum are leading the way. Almost 75% of the catheter's CO2 impact just comes from those two metals. So what were the conclusions then? Precious metals had the largest environmental impact despite their very small masses. So we might tend to ignore those for being so small, but they ended up being very, very impactful. The packaging and the handle also have a major impact, although that's due to the very large masses that they are. About 95% of the materials in the catheter and packaging could be theoretically recycled. However, there can be some logistical challenges there. How do we separate the components if they're bonded together and things like that? I think you'll hear a talk about some opportunities there coming up. And then finally, kind of the main takeaway was some logistics would have to be figured out of how many products are there and where are they and how do we get them to one place to recycle. But any kind of successful recycling effort would involve new partnerships between not only the manufacturer of the device, but also the hospital systems and third-party recycling to try to get all of these recycling streams aggregated and processed in an efficient manner. So that's a very quick overview of the project. I've put my email address there at the bottom. I have to go teach in a few minutes, so I won't be able to attend the roundtable, but feel free to reach out to me if you have any questions or comments. Thank you. Les fonctions de responsable du bloc de cardiologie, où nous avons bien sûr des salles d'hémodynamique, mais aussi 2 salles d'électrophysiologie interventionnelle, une salle dite polyvalente où nous faisons du vasculaire, de l'hémodynamique et de la rythmologie, une salle d'implantation de pacemakers et de défibrillateurs. Le recyclage des bouts de sonde, nous l'avons débuté en 2015. Au démarrage, c'est une initiative du personnel soignant qui, face à cette quantité de sondes jetées dans les dasseries, s'est demandé comment on pouvait faire pour optimiser au mieux et trouver une solution de recyclage. Nous avons débuté du coup avec une entreprise anglaise. Puis rapidement, nous sommes passés avec une entreprise toulousaine, ce qui réduit aussi les frais de transport. On recycle à peu près 1 kg de bouts de sonde par an après affinage. Et les matériaux que l'on retrouve sont essentiellement du platine, mais pas que, du palladium et de l'iridium aussi. Pour le circuit, ça commence en salle de rythmologie. L'infirmier, avec sa petite pince coupante, vient couper le bout de sonde, l'amène à la décontamination où il est déposé dans une solution. Et ensuite, c'est notre directeur financier qui se charge de venir les récupérer régulièrement. Notre directeur financier, je vous explique pourquoi. Parce que simplement, le platine, l'iridium et le palladium, les recettes, c'est en fonction du cours. Et qui d'autre que notre directeur financier est plus à même d'avoir le temps et les qualités pour étudier ce cours. Ensuite, au bon moment, il le vend et la durée de traitement est d'environ 1 mois. Les points positifs, donc le point positif, c'est la démarche écologique, parce qu'avant, on jetait ces sondes entières dans le circuit dasserie qui a un coût, mais qui a surtout un fort impact carbone. Donc aujourd'hui, on coupe, on élimine par le recyclage le bout de platine et le reste du cathéter est jeté dans une poubelle noire. De plus, à la clinique Pasteur, depuis quelques temps, s'est montée une équipe de médecins et d'infirmiers du bloc opératoire, la Green Team,
qui ont pour but de réduire nos déchets et de les éliminer dans différents circuits. Ça, c'était juste une petite parenthèse. Et une opportunité, en second plan, c'est évidemment le gain financier, parce que le platine, le palladium et l'iridium rapportent à peu près... Par exemple, je vous ai mis une petite collecte là. Sur 3 kilos collectés, après affinage, il reste 1,3 kg. À ça, on retire les frais de traitement. Il reste 33 000 €. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces 33 000 €? Beaucoup de choses. Les inconvénients. Bon, dans un premier temps, l'inconvénient, c'est la partie logistique, parce que ça demande quand même un effort humain de couper, nettoyer, enlever, suivre le cours, ramasser et déposer chez notre ferrailleur ces bouts de platine. Donc, l'inconvénient, c'est les infirmiers. Les infirmiers, parce qu'en ce moment, vous savez tous qu'il y a un gros turnover sur les équipes. Donc déjà, il faut les former au bloc opératoire sur les procédures de rythmologie. Et il faut avoir le temps de les former aussi et de les sensibiliser sur le recyclage des bouts de sonde. Mais ça, c'est mon rôle. Un autre inconvénient, comme je vous ai parlé du cours, c'est que c'est assez variable et il faut le vendre au bon moment. Et enfin, il existe peu de prestataires, donc on ne peut pas faire marcher la concurrence. L'entreprise toulousaine avec qui nous travaillons prend quand même une marge importante en frais de traitement puisqu'ils correspondent à 6% et en taux de restitution qui sont à hauteur de 28%. Les pistes d'amélioration, c'est garder les équipes motivées. Juste pour faire un petit parallèle, on recycle les lames de laryngos pour les anesthésies générales et donc on recycle le 5. Bon, ça correspond à pas beaucoup, c'est 300 € tous les 6 mois, mais ces 600 € sont reversés à une association, les petits doudous. Et on se demande, voilà, avec cet argent, ces 33 000 €, est-ce qu'on ne les réinvestit pas dans la recherche ou bien est-ce qu'on ne les réinvestit pas plutôt dans le service? Parce qu'on sait que le tri des déchets, ça coûte de l'argent aussi, parce qu'il faut acheter des poubelles, il faut acheter du matériel pour pouvoir optimiser le circuit. Et en élargissement, on peut aussi recycler les câbles. S'ils ne sont pas restérilisables ou s'ils sont cassés, ou on peut les recycler par les déchets électroniques parce qu'à l'intérieur de ces câbles, il y a aussi des métaux précieux. Certes, en quantité plus faible, mais c'est toujours mieux que de les jeter dans les ordures ménagères. Donc, on peut bien sûr favoriser l'utilisation des capotes stériles et la restérilisation plutôt que l'usage unique. Pour les pacemakers, le ferrailleur accepte de nous les reprendre gratuitement parce que les frais en fait pour les éliminer sont trop importants. Donc ils nous ont expliqué qu'ils nous faisaient une fleur en fait de venir les chercher gratuitement. Voilà, j'ai fini. Et je vous remercie. Vous m'entendez bien là? Très bien. Super. Eh bien, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Sophie Michel et je suis chef de projet sur tout ce qui est gestion des déchets à la PHP. Et je suis ravie d'être ici pour vous présenter du coup les filières de recyclage qui sont disponibles sur les hôpitaux et plus précisément avec l'exemple de la PHP. Donc, j'ai commencé par un petit focus réglementation déchets, mais je vais être assez rapide. On sait tous qu'on produit énormément de déchets sur les hôpitaux. Et l'hôpital est responsable dès la production jusqu'à l'élimination de ce déchet. Dans la réglementation, il est énoncé que quand même le meilleur déchet est celui que l'on ne produit pas et c'est la priorité que l'on a en tout cas à la PHP, c'est de voir d'abord comment éviter les déchets. Mais une fois qu'ils sont produits, on se pose quand même la question de savoir s'il y a des possibilités de les recycler et comment les recycler. La réglementation sur le sujet est en évolution constante et nous pousse de plus en plus à mettre des filières de recyclage sur les hôpitaux. Donc la PHP, juste pour petit contexte, c'est 39 établissements hospitaliers répartis en 6 groupes hospitaliers. C'est également 8,2 millions de prises en charge, environ 36 000 tonnes de déchets produits par an.
et ça représente la gestion des déchets, 2% de nos émissions carbone à la PHP. Donc, suite à toutes ces dispositions réglementaires qui nous poussent à installer des filières, on a pris en charge le sujet et on l'a intégré à notre plan d'établissement avec plusieurs objectifs et actions prioritaires, dont une qui est de réduire notre volume de déchets en favorisant des processus de réutilisation, de recyclage, de valorisation et la création de filières innovantes. Et on a cartographié ensuite les filières qui existaient à la PHP. Donc, on a environ 25 filières au global à PHP et dont la mise en place varie en fonction des contraintes que chaque site peut rencontrer. Sur la diapo, je vous ai mis du coup les différentes filières que l'on a de façon assez détaillée, donc réparties entre la catégorie des déchets dangereux et celle des déchets non dangereux, sachant que dans les déchets dangereux, on a tout ce qui est déchets d'activité de soins à risque infectieux, déchets chimiques, déchets d'équipements électriques et électroniques, et les déchets médicaux implantables actifs, dans lesquels on va intégrer par exemple la catégorie des pacemakers, tout ce qui est sondes, etc., et qui nous occupent aujourd'hui. Et on a la catégorie des déchets non dangereux, donc qui concerne tout ce qui est déchets ménagers assimilés, et sur laquelle on se concentre actuellement pour voir ce qu'on peut ressortir en fait de ces déchets ménagers assimilés, pour identifier en fait des gisements qui seraient recyclables et ensuite installer des filières adaptées. Donc, on se concentre principalement sur 6 filières de recyclage. D'abord les déchets alimentaires. Ensuite, on a tout ce qui est papier, carton, le métal, le verre et le plastique. Donc sur les hôpitaux, la mise en place de ces filières, elle se fait progressivement. Pour tout ce qui est papier carton, on a 77% de nos sites qui ont pu la mettre en place. Les métaux, ça représente 23% de nos sites qui ont pu se charger du recyclage de ces déchets. Pour ce qui est du plastique, c'est un sujet compliqué, et en fait, ça représente du coup nos sites, on est 15% à avoir mis en place la filière. Et pour ce qui est du verre, on a 13% de nos sites qui ont pu mettre en place une filière de recyclage sur le sujet. Plastique, c'est un sujet compliqué pour nous puisque nos prestataires avec qui on travaille sur le sujet nous demandent d'installer pas mal de filières de tri, sachant qu'il existe environ 7 types de plastique recyclables. Donc, pour nous qui sommes de gros producteurs de plastique tout de même, on s'est dit qu'installer 7 poubelles différentes, en plus des filières qu'on a déjà, ça allait être compliqué. Donc, ça, c'est un premier point. Pour le verre, on a eu beaucoup de questions en fait sur tout ce qui est recyclage du verre médical. Excusez-moi. Et on a peu d'industriels en fait qui sont positionnés sur le sujet. On travaille avec un industriel sur certains sites de la PHP qui peut récupérer le verre souillé, qui recycle un type de verre sur les 3 qu'il peut récupérer. Donc, c'est aussi un sujet qui nous paraît un peu compliqué, mais bon, on y travaille. On a plusieurs contraintes, du coup, comme je vous disais, pour installer nos filières, qui sont logistiques. On va parfois manquer de place pour installer des nouvelles filières de recyclage, puisque les sites n'ont pas de forte capacité d'espace de stockage pour intégrer de nouvelles filières, mettre en place des nouvelles bennes de 30 mètres cubes, par exemple, qui pourraient nous permettre de capter du gisement. On a des contraintes réglementaires, comme je vous disais, la réglementation évolue et nous pousse à mettre en place de nouvelles filières, sauf que face à l'espace de stockage contraint, on est pareillement contraint pour les mettre en place. Et on a des contraintes économiques également, puisqu'on n'a pas forcément de budget pour pouvoir mettre en place de nouvelles filières. Malgré tout ça, on arrive quand même à développer des projets, les faire remonter. Ils viennent de nos sites directement, de nos services directement parfois. On travaille avec plusieurs acteurs, donc des associations telles que les Petits Doudous, dont laquelle Sonia fait partie, qui nous aident à recycler le métal sur certains de nos sites pédiatriques. On travaille avec l'ARS aussi sur le développement de nouvelles filières de recyclage, l'ARS Île-de-France, et qui nous aide pour le coup à développer nos études et notre réflexion autour du recyclage du plastique. On a pu travailler également avec la région Île-de-France qui a pu nous apporter via le biais d'appel à projets des financements pour développer de nouvelles filières.
Donc voilà, beaucoup de choses qui bougent à la PHP grâce à des projets qui nous sont montés directement des sites. Et j'ai pris 3 exemples de projets dont j'ai eu connaissance qui peut nous intéresser aujourd'hui. Donc on se pose la question beaucoup sur les cathéters aujourd'hui. À la PHP, j'ai pas eu de remontée de filière innovante sur le sujet, bien qu'il y ait quand même pas mal de discussions sur qu'est-ce qu'on pourrait en faire, peut-être pour les réutiliser, les recycler, etc. On a une action sur les sondes de rythmologie où les embouts sont coupés. C'est un projet qui est en cours à la Piquet-Salpêtrière. Donc, les embouts sont coupés, donc ça nous permet de recycler le métal précieux qui est contenu dans ces embouts. On est en partenariat là-dessus avec la société EMC qui nous aide sur cette expérimentation. Et on a aussi une filière sur les pacemakers, donc c'est pareil, c'est sur la Piquet-Salpêtrière, du fait de la valorisation financière qui est faite grâce au recyclage des métaux précieux sur les embouts des centres de rythmologie. Cela permet aux prestataires en fait de se financer et du coup de nous collecter gratuitement les pacemakers, donc comme le disait la collègue juste avant. Sinon, pour la plupart des sites, les pacemakers sont traités quand même dans la filière des piles, donc qui est également une filière qu'on a en place à la PHP. Et je crois. Organisateur, en particulier à Julie, me permettre de présenter ce pitch sur une technologie que nous développons maintenant depuis une dizaine d'années et que nous souhaiterions évaluer sur le recyclage des cathéters. Donc, je suis Cyril Lemonnier, directeur de recherche au CNRS et directeur de l'Institut de chimie de Bordeaux, de la matière condensée de Bordeaux. Donc, c'est un laboratoire de matériaux. Nous sommes 250 personnes et on s'intéresse à la synthèse, à la mise en forme et de plus en plus au recyclage des matériaux. Et ce que je voudrais commencer par vous montrer, c'est que notre communauté matériaux aujourd'hui se mobilise pour réussir, je dirais, le passage vers l'économie circulaire. Et on est bien aidé en ce sens au niveau national. Il y a un grand programme dans le cadre du plan de relance qui vient d'être accepté, donc 40 millions d'euros pour structurer la communauté matériaux dans le domaine du recyclage. Donc il y a 5 grands secteurs qui sont adressés, un peu ceux que vous avez présentés. Donc il y a les plastiques, papier, carton, textile, composite et métaux stratégiques. Donc, au niveau du laboratoire, on s'intéresse à un certain nombre de projets autour du recyclage des matériaux. Donc, moi, je porte la partie composite de ce grand programme, donc recyclage des avions de demain, des éoliennes, des bateaux, etc. Sur les aimants, les batteries, les cellules photovoltaïques. Je ferai un slide sur la régénération des masques chirurgicaux et FFP2. Et vous devez vous dire, mais quel est le lien avec les cathéters? Ce sont les multimatériaux. Je vais vous parler d'une techno qu'on a développée pour délaminer des multimatériaux. Et aujourd'hui, il y a très peu de solutions. Et ça pourra apporter une solution aux cathéters, et en particulier pour être en mesure de séparer les parties du cathéter pour lesquelles il y a un réel impact, comme on l'a vu dans la première présentation aujourd'hui. Alors, comment est née cette techno? Elle est née sur un projet dans le cadre du recyclage des cellules photovoltaïques, où là, on a 3 couches. Donc, c'est facile. Enfin, c'est facile, comparé au cathéter. Il y a la face avant qui est du verre, la partie active qui permet de générer l'électricité, et la face arrière qui est constituée de matériaux fluorés. Donc, on a développé une techno qui permet de séparer ces différentes couches. Elle est basée sur l'utilisation du CO2 supercritique. Donc, on utilise du CO2 dans des conditions particulières de pression et de température. Alors, c'est une techno qui existe depuis très longtemps. C'est une adaptation de la techno qui est utilisée pour enlever la caféine du café. Quand vous buvez du déca, c'est cette techno qui est utilisée pour enlever la caféine. Donc, ce que vous pouvez voir, c'est que ça peut être mis en œuvre à de grandes échelles. Donc, par rapport au domaine des cathéters, il n'y aura pas de souci au niveau du changement d'échelle. Et ça peut être également mis en œuvre dans des conditions économiques intéressantes, parce qu'on a vu l'impact de ce qu'on pourrait récupérer par rapport à du café. Et on a étendu cette techno sur des matériaux un petit peu plus complexes. Et pour ce faire, on a créé une société en 2019 qui est la société IDELAB qui licencie le brevet qu'on a déposé au laboratoire
Et ils ont étendu l'application de ce procédé à différents types de produits techniques. Vous voyez souvent des produits multimatériaux. Alors, j'ai pas le temps de les lister dans le détail. Par exemple, le système le plus complexe sur lequel on a travaillé aujourd'hui, ce sont les chaussures. Dans une paire de chaussures, vous pouvez avoir jusqu'à 10, 15 matériaux qui sont différents et qui sont assemblés ensemble. Et donc, je vous montrerai juste après là, des exemples comme quoi on arrive à bien délaminer les différents constituants de ces chaussures. Alors, en termes de technologie, je vais être très rapide. Donc là, vous avez le flowsheet du procédé. Et ce qui est le cœur du procédé, c'est le réacteur. Donc, c'est rien d'autre que la cocotte minute que vous avez chez vous pour faire cuire vos endives, qui est adapté aux conditions de pression et de température qu'on va utiliser. Donc, c'est aussi simple que cela. On va mettre le cathéter dans le réacteur, on ferme. Ensuite, c'est connecté au circuit. On fait le traitement et on ressort le matériau délaminé. Et là, vous voyez différents types d'exemples. Alors, je ne sais pas si vous voyez ma souris. Non. Attendez, je vais mettre le pointeur. Donc là, c'est un exemple sur des échantillons de panneaux solaires. Vous voyez, ce qu'on utilise souvent pour montrer l'impact de cette techno, ce sont les pommes-potes. Là, vous avez 3 couches. Vous avez à l'intérieur le polyéthylène terephthalate, contact alimentaire, une couche d'aluminium pour l'effet barrière, et puis une couche de polyéthylène pour la partie marketing. Donc là, vous voyez, on arrive à bien délaminer. Différents types de blasters pour les médicaments. La chaussure, vous voyez, donc 2 types de chaussures différentes. On arrive à bien délaminer, une carte de crédit ou encore des emballages alimentaires. Donc aujourd'hui, on arrive à bien séparer les différents éléments sur ces différents, je dirais, matériaux techniques. Et le dernier point, avant de conclure, qui est intéressant avec cette technologie, c'est que le CO2 supercritique peut stériliser. Et par exemple, lors de la pandémie, le CNRS a mobilisé avec différentes universités et différents CHU une task force à laquelle on m'a demandé de participer pour voir si on pouvait apporter une solution pour la régénération des masques. Donc nous, on a travaillé sur les FFP2 et on a breveté une technologie, donc ça c'était en juillet 2021, où on montre qu'on arrive il y avait 3 objectifs. Le premier, bien évidemment, c'est de stériliser. Le deuxième, de nettoyer. Et le troisième, de ne pas détériorer le masque. Parce que je vous ai montré qu'on arrivait à décoller, donc tout ce qui est pince de nez et élastique, arrivait à avoir un masque que l'on n'avait pas détérioré. Donc lorsque l'on s'est rencontré avec les collègues de l'UHU, ce qui est extrêmement intéressant pour moi avec les cathéters, c'est qu'on a vraiment un système complexe. On monte encore en complexité par rapport à la paire de chaussures et du coup on est assez confiant sur le fait de pouvoir en adaptant cette technologie aller vers le démontage, le démantèlement des cathéters. Je vous remercie pour votre attention.